Donc l'objectif de cet aspect-là, c'est de pouvoir finalement mettre en réseau les acteurs alimentaires. C'est vraiment quelque chose qui nous a sauté au visage, c'est que chacun est un peu dans ses histoires, dans ses préoccupations, et donc le plus gros travail qu'il y a, et le plus gros travail qu'on a essayé de faire, c'est essayer de mettre en réseau tous ces acteurs alimentaires. Et donc il y a deux grands pôles qui structurent en fait ce décloisonnement. En fait, finalement, on l'a un peu évoqué, c'est d'un côté l'offre et de l'autre la demande. Donc tout notre travail, la description des trajectoires qu'on a voulu mettre en avant, c'est comment on peut rapprocher tout ça. Donc la première chose sur laquelle on a travaillé et qu'on a décrite, c'est une structuration thématique. Donc là, c'est notamment sur quand il y a un contexte, par exemple, très touristique où on doit structurer justement sur cet aspect. Donc il y a une très forte saisonnalité. Donc ça te demande un certain nombre de contraintes. Donc là, il y a l'exemple du panier du Verdon que vous pourrez découvrir dans le futur guide notamment, la description de cette trajectoire. Ensuite, il y a plus une entrée produit. Donc on essaie de structurer au travers du produit. Donc là, c'est l'exemple de la viande, par exemple, sur les Pyrénées ariégeoises aussi, que vous découvrirez dans les ateliers et dans le guide. Et ensuite, il y a un troisième élément par lequel on peut structurer l'offre, c'est les acteurs, donc essayer de réunir les différents acteurs qui produisent au niveau d'un territoire, pour pouvoir les mettre ensemble. Et c'est notamment donc, un site internet au niveau du parc des Vosges qui a permis comme ça de structurer avec un outil internet l'offre. Ensuite, il y a l'autre pôle de la demande, donc comment on rapproche ces deux pôles. Donc il y a toute la question de l'accessibilité, en fait, l'accessibilité sociale, mais aussi l'accessibilité culturelle, géographique. Enfin, tout ça sera traité dans un des ateliers cet après-midi. Et donc là, c'est notamment l'exemple dans le Scarpesco, des paniers solidaires qui a été décrit. Ensuite, un autre aspect de la demande, c'est comment coordonner la demande. Donc ça, c'est important aussi que les différents consommateurs, qu'ils soient petits ou grands, puissent se réunir pour faciliter aussi et faciliter la diffusion et regrouper la demande. Donc ça, c'est notamment l'exemple que vous découvrirez dans un atelier au niveau du Vercors. Et donc, dernier élément, c'est la sensibilisation, puisqu'on doit faire évoluer aussi nos comportements de consommateurs pour consommer en circuit court. C'est aussi un des éléments de rapprochement entre l'offre et la demande. Et donc, il y a notamment des tournées territoriales qui ont été expérimentées et qui ont permis justement de faire en sorte de rapprocher. Et donc, il y a l'autre exercice donc, qui vise à faire le lien. Donc ça, c'est les deux éléments qui doivent se rapprocher. Mais l'autre exercice qui vise à faire le lien, c'est une structuration multipartenariale. Donc où là, on essaie de mettre tous les acteurs et de mettre un outil en place, de mettre une gouvernance en place entre tous ces acteurs. Donc là, il y a l'exemple de Regaldoc que vous aurez aussi dans les ateliers et ou de la plateforme qui est expérimentée actuellement sur Loire-Anjou-Touraine, que vous pourrez également entendre dans les ateliers. Donc voilà. Et du coup, comment donc on a fait tout ce travail de décrire un petit peu comment rapprocher ces deux pôles qui étaient vraiment très très éloignés. Et du coup, comment on peut accompagner à joindre ces deux bouts, et comment aussi on peut finalement essayer d'instiller une gouvernance alimentaire, des systèmes alimentaires territorialisés. Donc ça, c'est par un accompagnement territorial. Donc on a initié un outil d'accompagnement qui s'appelle les trajectoires alimentaires de territoire, où là, plutôt que de dire un parc ou un territoire n'est pas mûr ou n'est pas est vraiment très avancé, et de faire des références, on a vraiment choisi de décrire la progressivité de la démarche. Et donc, peu importe d'où on part, l'essentiel, c'est de pouvoir se rejoindre, de pouvoir rejoindre offre et demande à un moment ou à un autre. Et donc, on a décrit un certain nombre d'étapes là-dessus. Donc, on a vu qu'il y avait toute une phase d'émergence.
qui permettait notamment de connecter les acteurs entre eux. Et puis ensuite, il y a une phase de construction donc du projet, de la future expérimentation. Ensuite, il y a l'expérimentation en tant que telle, qui est très importante justement pour caler les fonctionnements entre les différents acteurs. Et enfin, un élément très important que nous a permis le projet locataire, mais souvent qu'on ne fait pas dans les démarches de territoire, c'est l'évaluation. De quoi révèlent les facteurs de succès, de quoi révèlent les facteurs d'échec ou les facteurs à améliorer. Voilà, donc ça, on a vraiment travaillé sur ces trajectoires et vous en aurez le fruit d'ici la fin de l'année dans le guide. Donc l'accompagnement territorial, ça se traduit aussi par le travail sur les profils d'animateurs, puisque pour la cheville ouvrière par rapport à ça, c'est vrai que c'est des interfaces entre les différents acteurs alimentaires. C'est pas simplement des animateurs qui peuvent accompagner uniquement les producteurs, mais qui sont à même d'accompagner d'autres types d'acteurs. Et donc, c'est important qu'ils soient à l'interface et qu'ils apportent, ils apportent des compétences. Leur principale compétence, finalement, c'est de mobiliser les compétences des uns et des autres, des différents animateurs, qui soient dans des chambres consulaires, qui soient dans des chambres... dans des chambres d'agriculture, dans des structures de développement. Donc c'est ça, dans des associations intermédiaires qui font de l'insertion professionnelle. Donc c'est tout ça qui est important de mobiliser. Et ça se fait souvent avec des méthodes d'animation participative. Et donc un élément qu'on a remarqué assez transversal pour mobiliser ça, c'est la formation. La formation intervient un peu comme un élément assez souple qui permet de mobiliser les acteurs et de les mettre ensemble et en chemin. Alors les productions donc du projet locataire, comme je vous l'ai dit au début, on a un espace collaboratif Agora, donc qui reprend ou dans lequel on retrouve toutes ces productions, où on les retrouvera lorsqu'elles ne sont pas achevées. Donc pas mal de rapports de stages, puisqu'il y avait des stages sur les diagnostics, sur les indicateurs, sur un tas de choses, les myrtilles, il y a au moins une douzaine de stages donc, sur les circuits courts, des stages de bonne tenue. Il y a les productions des territoires, un certain nombre de publications, des fiches. Comme je vous l'ai dit, et Blaise l'a dit aussi, il y a un guide en cours de construction. Et ce guide, en fait, le séminaire, on a pas mal calqué finalement le séminaire sur l'architecture du guide, en tout cas sur les questions qui sont posées dans le guide. Et donc le séminaire nous servira aussi à parachever ce guide. Et il en fera partie. Donc comme vous l'avez pu le constater, on a perdu un petit peu de temps là-dessus sur la signature des autorisations. Donc ce séminaire sera filmé, il y aura un montage qui sera fait derrière. Les productions, quelques exemples de productions qui ont été faites, peut-être que les partenaires ont apporté quelques exemplaires. Celui sur la restauration collective, donc développer une restauration collective locale donc du Haut-Languedoc. Un territoire, ça se mange, où on retrouve pas mal de liens entre produits et puis recettes locales. Un numéro spécial sur les circuits courts du parc d'Armorique, voilà quelques exemples. Passons maintenant peut-être aux atouts du projet, Blaise. Oui, donc les atouts du projet, c'est que oui, il y a une très forte participation des différents partenaires. Donc ça a permis de faire évoluer de façon positive le projet. Et donc ça a été nourri un peu, donc ça a été vécu de façon différente. C'était soit préexistant, soit ça a été créé pour l'occasion, mais les comités territoriaux ont été vraiment au niveau du territoire une façon de partager un espace de dialogue. Et donc un troisième élément, c'est l'implication de la recherche, puisque c'est un projet de recherche-action. Et du coup, notamment les comités scientifiques et techniques ont vraiment permis d'avoir cet échange entre acteurs de terrain et acteurs de la recherche.
un échange de méthodes aussi, puisque les partenaires ont pu discuter des résultats des projets entre eux et réfléchir aussi à l'évolution de leurs projets. Surtout quand on est allé sur les territoires, hein, je parlais de l'Orange-ou-Touraine et Scarpesco, donc on a fait des comités scientifiques et techniques sur les territoires, donc on a pu voir aussi comment ça se passait et puis apporter ce regard. Les expérimentations des territoires ont bien fonctionné, hein, puisque je disais, il y en a eu plus de 40, sachant que dans le guide, on ne va pas forcément toutes les reprendre. Hein, on a essayé de reprendre justement celles sur lesquelles on pouvait tirer un certain nombre de méthodes et répondre à un certain nombre de questionnements, dont nombreuses études et supports de formation. Et donc oui, il y a eu des formations aussi qui ont été pas mal organisées par les chambres d'agriculture, donc sur la viande, enfin sur plein de sujets. Et puis je pense qu'un des points forts de ce projet, c'est vraiment de travailler sur le métier d'accompagnement, quoi, qui est quand même important. C'est pas des métiers simples, hein, puisqu'il faut à la fois être animateur, connaître plein de choses. Enfin, ça demande un certain nombre de compétences dans des domaines assez différents, que ce soit économique, que ce soit social dans certains cas. Il y a des travaux même avec la CAF, etc. Donc, c'est des nouveaux partenaires qu'il faut connaître, qu'il faut prendre le temps aussi de se connaître. Donc ça, c'était un point important de ce projet aussi, c'est d'avoir pu prendre le temps de se connaître chacun aussi, quoi. Et la lecture des projets, bon, même si elle est pas totale, je pense qu'il y a eu quand même des lectures des projets et des retours, et ça, c'était intéressant. Venons-en aux faiblesses. Oui, France, donc une des premières faiblesses qu'on a vues, c'est que il reste toujours, on n'a pas réussi totalement à éliminer ce décloisonnement. Donc c'est un point important sur lequel il faudra retravailler et avoir des enseignements, puisque c'est un des principaux, un des principaux points faibles. Donc ensuite. Sur certains territoires, on n'a pas pu... le binôme, puisque c'était l'objectif initial, c'est d'avoir un binôme chercheur-acteur de terrain sur chaque territoire. Donc pour des raisons diverses, ce binôme n'a pas pu toujours avoir lieu. Et donc un autre élément important en termes de... Donc on verra ça, on vivra ça un peu comme une faiblesse ou comme un avantage. On n'a pas de méthode clé en main. La méthode clé en main n'existe pas. Celui qui la connaît, je veux bien l'apprendre, mais nous, on estime qu'il n'y a pas de méthode clé en main. C'est un des enseignements forts qu'on a, et notamment qui a conduit toute notre démarche. On ne peut pas établir de référentiel d'un territoire qui va bien marcher et les territoires sont très divers, sont très variés, avec leur histoire, avec leur et donc ne soyez pas frustrés, on l'a été avant vous, mais on n'a pas de méthode clé en main à vous offrir. Sur les indicateurs, comme je vous l'ai dit au début, on n'a pas été suffisamment loin. Même sur les indicateurs économiques en restauration collective, on s'est heurté quand même à pas mal de difficultés pour avoir des données très simples, style nombre de repas par an, quelle quantité, voilà. Ces données ne sont pas forcément enregistrées par les personnels, où les personnels n'ont pas forcément le temps ni la compétence. Donc là, on a vu qu'il y avait un champ vraiment à travailler sur ces questions-là. Sur le potentiel de consommation, on a très peu travaillé, il y a très peu de méthodes, et je pense qu'il y a très peu de chercheurs aussi qui travaillent sur ces questions de la consommation. Il y en a quelques-uns, il y a l'IPROCO notamment, mais c'est vrai que là-dessus, même en France, on manque de références. Et ça illustre ce point, il y a un projet CASDAR qui va travailler là-dessus, un projet innovation et partenariat qui va travailler spécifiquement là-dessus. Du coup, on laisse la place... on serait heureux d'avoir ces résultats-là. Et puis la lourdeur administrative pour une structure comme la nôtre, donc de suivre ce projet à 28 partenaires. Alors c'est de l'argent public, certes, mais bon, il faut
passer beaucoup de temps à justifier, et des fois c'est un petit peu lourd, surtout pour pouvoir récupérer les informations, bien que nos partenaires étaient quand même très actifs dans ce projet et qu'on a eu les rendus, mais des fois c'est un petit peu difficile. Mais bon, voilà. Le guide, quelques mots sur le guide que vous n'avez pas en main, bien sûr, à ce jour, hein, qui est un produit donc, qu'on va sortir pour la fin de l'année. Donc avec une partie, alors je pense qu'on aura 3 parties, mais bon, on a surtout travaillé sur le cœur, c'est-à-dire la deuxième, donc une partie plus intro avec assez classique, hein, sur quel projet, quel public, parler de la problématique, parler des territoires de parc, hein, qui sont quand même les lieux d'études. La partie expérimentation, donc sur un peu ce que Blaise vous a résumé, sur les diagnostics, les méthodes de diagnostic, ce qu'on en a tiré, quelques exemples, et les projets, donc avec un récit de trajectoire et qu'on va retrouver bien sûr dans les problématiques qu'on retrouve dans les ateliers. Et puis, il nous reste encore à faire un important travail de synthèse avec les chercheurs, et notamment avoir un peu des éclairages de ces chercheurs sur certains points. Donc ça, on est en train de l'organiser. Alors les perspectives, parce que ce projet locataire est arrivé à un moment T et repart à un moment T, mais on n'a pas inventé les circuits courts avant et on ne les inventera pas après. Je veux dire, ça a permis de faire une photo à un moment donné d'un certain nombre de trajectoires de territoire, mais ces trajectoires vont continuer après le projet locataire, comme elles ont commencé, pour certaines, avant le projet locataire. Donc on n'est qu'un passeur finalement, et du coup c'est intéressant parce que se créent quand même des genèses. Donc il y a un projet de thèse en fait qui est en cours là, donc sur l'alimentation et le développement rural dans les territoires de projet, dont certains territoires supports vont être des territoires qui étaient pilotes dans le cadre de locataires. Il y a également donc d'autres projets innovation et partenariat au niveau du CASDAR qui vont reprendre le flambeau, qui ont déjà commencé et qui sont en pleine activité, et du coup qui peuvent reprendre les éléments. Donc vous avez quelques noms ici. Il y a aussi donc un autre projet qui s'appelle Réalisable, ou VARAP, hein, qui sont aussi des projets qui vont traiter des circuits courts, et donc qui pourront reprendre tout parti de la dynamique qui a été initiée dans le cadre de locataires. Et puis bien sûr, donc la dynamique CASDAR n'est pas unique, hein, il se passe des choses par ailleurs qu'on n'a pas citées ici, mais ça alimente aussi d'autres dynamiques, puisque, comme je le disais, les circuits courts concernent énormément d'acteurs. Donc les questionnements, qu'on se pose des questions quand même. Oui, donc les questionnants dans la suite, hein, pas forcément sur ce projet-là, mais sur d'autres. Il nous semble que quelle recherche-action pour demain, ça nous paraît une question importante. Parmi ces questions, une des questions qui est ressortie aussi, qu'on n'a sans doute pas suffisamment traitée, c'est l'accessibilité des circuits courts aux populations en difficulté. Donc ça, c'est un peu traité par Scarpesco, mais le social, c'est une question importante, et c'est une question particulièrement importante dans les parcs, qu'on veut traiter davantage. La question de la santé aussi, lien entre santé et produit, la question du lien entre circuits courts et qualité des territoires, puisque là on était sur des parcs. Est-ce que les circuits courts finalement induisent des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ou est-ce que ce sont des produits qui participent à la qualité du territoire, comme, je sais pas, moi je pense, on parlait de l'Avesnois tout à l'heure, la viande bovine en Avesnois qui contribue au maintien de ce qu'est le parc finalement, qui est le bocage, hein, qui constitue la qualité de ce territoire. Donc des questions qui pour nous paraissent importantes. La question des nouveaux métiers, de l'accompagnement, on en a parlé. La question du décloisonnement des acteurs, comment on fait pour finalement travailler avec d'autres acteurs du territoire. C'est pas toujours, il faut déjà se connaître, etc. On en a parlé. La question de l'environnement, la question de l'accompagnement aussi en restauration collective. Hein. Là-dessus, c'est un sujet qui a été
effectivement beaucoup étudié, mais qui suscite encore pas mal de questions. Quand on voit comment on s'est cassé les dents sur les indicateurs économiques, on voit qu'il y a encore besoin aussi de travailler ces questions. Alors aussi la question de la valorisation commune de toutes les données sur les circuits courts. Il y a beaucoup d'études qui se font actuellement. J'ai été à la soutenance du travail de Clarisse. Là, il y avait je ne sais pas combien de mémoires à Agrocampus sur ce sujet. Comment tout ça, finalement, c'est accessible, comment on fait? Alors, il y avait l'idée d'une base de référence au ministère. Je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir un lieu, en tout cas, pour les regrouper. Donc, on avait amorcé l'idée peut-être d'utiliser Agora, au moins pour mettre nos productions, et puis peut-être d'autres aussi sur ce site, à voir comment ça peut se faire. Quel dispositif pour accompagner les territoires sur les questions d'alimentation? Donc là, on interroge un peu ce sera un peu la question aussi de la table ronde qui va suivre. Donc la question de l'installation que vous avez tous les deux soulevée là tout à l'heure, la question de l'étiquetage, par exemple. Est-ce qu'au niveau européen, il est prévu un étiquetage particulier sur les circuits courts? Ça existe dans certains pays. En Californie, par exemple, donc aux États-Unis. Donc la question des règles, d'assouplissement des règles sanitaires sur les circuits courts dans des petites unités, par exemple. Les règles des marchés publics. Voilà, ça se pose pour notre prochain congrès, par exemple, où on va travailler sur des produits locaux. Est-ce que c'est dans les règles des marchés publics? La question des unités de transformation, donc le maintien des abattoirs, par exemple, ça c'est une question qui revient de façon récurrente, mais sur lesquelles on a encore des interrogations.